Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Nous allons poursuivre l'interrogatoire du témoin Ni Con par l'accusation. Le procureur cambodgien. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais maintenant poursuivre ma série de questions. Je vais reprendre là où nous avions laissé avant la pause. Avez-vous remarqué des changements à la structure du secteur 15 alors que vous y étiez et après votre départ? Réponse. Alors que j'y étais, il n'y a pas eu de changement apporté à la structure. Question. Combien de secteurs y avait-il dans la zone ouest après qu'on y ait intégré la zone spéciale? À ma connaissance, la zone ouest était composée du secteur 32 et 31. C'était les deux secteurs. Le secteur 37, je ne sais pas. Je ne peux vous dire avec certitude. Mais je peux dire que les secteurs 31 et 32 étaient dans la zone ouest. Question. Pouvez-vous nous parler plus en détail du secteur 32? Où était-il? Quelles étaient les tâches principales dans ce secteur? Réponse. Le secteur avait la responsabilité de surveiller les activités de la base. Normalement, dans un secteur, il y avait 3 districts. Udong et Ponyaleu étaient des secteurs anciennement dans des districts anciennement dans ce secteur. Réponse. Question. Qui avait la responsabilité du secteur 32? Réponse. Tapal était responsable du secteur. Question. Pendant quelle période Tapal a-t-il eu la responsabilité de ce secteur? Réponse. Il en a eu la responsabilité tout de suite à la fin de la guerre. Et quand le secteur 15 a été intégré au secteur 32. Puis quand les soldats vietnamiens sont arrivés, ils ont été séparés. Question. Qu'en est-il du secteur 31? Qui en avait la responsabilité? Et où était-il situé? Réponse. La structure était identique à celle de 32. Ta Sorun, si je me souviens bien, était le chef du secteur. Question. Vous dites que ce secteur était composé de districts. Quels étaient les districts du secteur 31? Réponse. Je ne me souviens pas. Je me souviens que du district de Kampong Chhnang.
Question. Pourquoi Kampong Chhnang a-t-elle été intégrée au secteur 31? Réponse. Il s'agissait d'exercer un contrôle sur une région administrative. Question. Pendant quelle période a-t-il eu la responsabilité de ce secteur? Réponse. Je ne savais pas très bien. Je suis venu plus tard et c'est pourquoi je ne connaissais pas tous les détails. Question. Et le secteur 37? Vous dites ne pas bien vous souvenir du secteur 37. D'après vos souvenirs, où était-il situé et qui était le chef du secteur 37? Réponse. Le mandat du secteur était le même que pour les autres secteurs. Il servait à gérer le contrôle territorial et Kokong en faisait partie. Question. Qui était le chef du secteur 37? Réponse. Je ne suis pas certain. Question. Quand vous êtes arrivé dans la zone ouest, qui s'est occupé de votre endoctrinement? Réponse. Le chef du secteur recevait son endoctrinement des échelons supérieurs et ensuite, eux, le fournissaient au niveau du secteur et ensuite, les secteurs, eux, faisaient l'endoctrinement au niveau, au cadre de rang inférieur et ce, dans des soucis de sécurité. Question. Vous souvenez-vous qui a dirigé les séances de formation politique auxquelles vous avez participé? Réponse. Tapal était responsable de cette formation politique. Question. Que faisait Tapal et à quel niveau était-il responsable? Réponse. D'après ce que j'en comprends, il pouvait être la deuxième personne en autorité dans la zone ou la première dans le secteur. Question. Qu'en est-il de Ta Si? Vous avez dit avant la pause que Ta Si était dans la zone. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les responsabilités de ces deux personnes? Avaient-ils des rôles différents? Réponse. Je vais à nouveau répéter que Tassi était chef de zone. Tapal était le numéro 2 en dessous de Tassi. Tapal était aussi responsable du secteur. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'un certain Chuchet, alias Si? Réponse.
Le secret était très marqué durant la Révolution. Je ne connaissais que les pseudonymes des gens, pas leur vrai nom. Je sais que lui était appelé Si. Question. De quelle façon est-ce que Si a contribué à votre formation politique? Réponse. Fin 74, début 75. J'ai reçu une formation politique. Cela portait sur la production plutôt que sur la lutte contre les impérialistes américains. Le contenu de la formation a changé. Et désormais, il s'agissait de l'irrigation et des 3 récoltes par année, par exemple. Question. Quant à Si venait donner des formations politiques, est-ce que vous étiez seul avec lui ou bien y avait-il aussi d'autres gens? Réponse. Les sessions avaient lieu là où on pouvait rassembler entre 300 et 500 participants. Il y avait différents types de sessions selon les participants. Si c'était la population en général qui était visée, alors je pouvais y assister également, au même titre que les villageois ordinaires. Il n'y avait donc pas de session pouvant rassembler seulement 2 personnes. Question. Concernant les sessions de formation ouvertes auxquelles pouvait participer la population en général, en quoi est-ce que ces activités étaient différentes des activités de formation plus ciblées et plus restreintes? Réponse. C'est ainsi que cela fonctionnait dans la pratique. Les gens étaient invités à rejoindre le groupe commun et ensuite des sessions plus restreintes étaient organisées, de façon à ce que les gens puissent être contrôlés pour voir s'ils pouvaient ou non mettre en œuvre les principes du parti. Question. Quand vous travaillez au secteur 15, avez-vous jamais vu Si travailler? Où était son bureau? Quelles étaient les tâches dont il s'occupait? Réponse. Je n'ai jamais vu Si travailler dans le secteur 15. À l'époque, les combats étaient âpres et comme je l'ai dit, le secret prédominait et donc lui ne pouvait pas être vu. Question. Avez-vous vu Si travailler dans le secteur 32 ou un autre secteur, ou bien avez-vous entendu dire qu'il y travaillait? Réponse. Au niveau de la zone, il y avait peut-être des endroits où les gens travaillaient. Peut-être que le bureau se trouvait dans le secteur 32 ou le secteur 31, mais ça devait être à un endroit où les gens travaillaient. Question. Donc, vous ne savez pas si Si travaillait à un endroit particulier, n'est-ce pas?
Réponse. Effectivement. Je ne sais pas bien où il travaillait. Mais je pense qu'il travaillait peut-être dans le secteur 32. Question. Avez-vous jamais entendu mentionner le nom d'un bureau 401 ou bien avez-vous vu des documents écrits mentionnant ce bureau? Réponse. Non, je n'ai jamais entendu parler d'un bureau 401. Question. Avez-vous entendu des gens parler du nom de code du bureau où il se pouvait que Tassi travaille? Réponse non. Question. Est-ce que vous vous souvenez si Chuchet Aliassi aurait assisté à une session de formation à laquelle vous étiez présent aussi, ou encore est-ce que Chuchet a présidé de telles sessions? Si oui, à combien de reprises? Réponse. À ce propos, comme je l'ai déjà dit, je participais aux formations auxquelles participaient des centaines de personnes. Pour ce qui est des activités de formation ayant pu rassembler 2 ou 3 personnes, de telles sessions n'ont pas pu exister et je n'ai pas pu y participer. Je n'ai jamais connu de Chuchet, mais simplement quelqu'un du nom de Si. Question. Avez-vous jamais assisté à des activités de formation dans le secteur 32? Réponse. Les sessions de formation au niveau du secteur étaient organisées très fréquemment. Ces sessions étaient organisées selon les méthodes que j'ai déjà précisées. Il y avait des formations au niveau de la zone et ensuite ceux qui avaient reçu la formation au niveau de la zone devaient à leur tour dispenser leurs connaissances au niveau du secteur et ce concernant la production. Question. Lorsque le secteur 15 est devenu le secteur 32, quel était votre rôle? Réponse. J'étais chargé de l'éducation au comité du secteur. Je devais tenir des sessions de propagande et d'éducation. Question. Ces sessions de propagande avaient-elles lieu dans l'ensemble du secteur 32 ou bien uniquement dans certaines de ses parties? Réponse. Je devais donner des formations à la fois à l'intention de la population ordinaire et à l'intention des gens des communes, par exemple, qui avaient été convoqués spécialement pour cette activité. Question. Qu'en est-il de la zone ouest? Est-ce que vous avez continué à donner des formations dans cette zone ouest en même temps que vos activités dans le secteur 32, ou bien est-ce que ce n'était pas les deux à la fois? Réponse. J'étais seulement chargé
d'assurer ces formations au niveau du secteur et non pas au niveau de la zone. Question. Pouvez-vous décrire la structure du secteur 15 avant que celui-ci ne devienne le secteur 32? Quelle était la structure de ce secteur sur le plan organisationnel? Réponse. La structure du secteur 15, à l'époque, n'était pas très efficace. Nous étions en pleine guerre. On disait aux gens de la base qu'il fallait faire son travail. Les instructions étaient données concernant la production. Dans mon propre cas, on me chargeait de la propagande. Il y avait d'autres gens chargés des questions de transport et chacun devait s'occuper de sa tâche. Question. La section de la propagande, de l'approvisionnement des forces armées était dirigée par différentes personnes. Pouvez-vous citer des personnes qui étaient chargées de ces différentes sections? Réponse. Je connaissais simplement quelqu'un du nom de Cheng On. J'étais dans le secteur 15. Lui était chargé des questions militaires dans ce secteur. À part lui, je ne me souviens de personne. Je crois qu'il y avait aussi quelqu'un d'autre qui travaillait au niveau de la base et il y avait quelqu'un d'autre au sein de la section économique, lequel s'occupait de l'approvisionnement alimentaire et de l'approvisionnement en riz. Moi, j'étais chargé de la section de la propagande. Question. Où travaillait Cheng An? De quelle section s'occupait-il? Réponse. J'ai connu Cheng An par hasard. On m'a dit que c'était Cheng An chargé de la section en question, mais j'ignorais son passé et on ne m'en a jamais rien dit non plus de son passé. Question. Qui siégeait au comité du secteur 32? Qui était président, qui était le président adjoint? Pouvez-vous citer des noms? Réponse. Après la fusion des secteurs 15 et 32, c'est Tapal et Tassi qui étaient présidents. Ensemble, ils supervisaient ce nouveau secteur fusionné. Et moi, j'étais chargé de m'occuper de la section de l'éducation. Question.
Au secteur 32, quel était le rôle de Cheng Han? Réponse. Comme je l'ai dit, Tapal était le numéro 2 après Tassi. Il était secrétaire de secteur. Cheng Han était le numéro 2 en dessous de Tapal. Question. Où est allé travailler Cheng Han après que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Réponse. À la fin de la guerre, nous nous sommes séparés. Je n'ai plus entendu parler de lui par la suite, mais j'ai su qu'il était décédé. Question. Connaissez-vous un certain U Pen ou Tep Hai? Réponse. Non. Question. Connaissez-vous Singh Pal? Et qu'en est-il du lien entre cette personne et Son Sen? Réponse. Je ne connais pas cette personne. Question. Qui étaient les secrétaires des districts d'Udong, de Ponya Leu et d'Angsnool? Réponse. J'ai entendu parler de la femme de Tassi qui était chargée d'un de ces districts. C'était vers la fin de la guerre, mais je ne me souviens pas des autres. Question. Connaissez-vous quelqu'un du nom Dim Nen, alias Li? Réponse. Non. Question. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Keo? Réponse. Oui. Question. Qui est Keo? Réponse. Keo était chargé de l'unité de l'approvisionnement. Question. Est-ce que Keo avait un rôle quelconque dans le district de Ponya Leu? Réponse. Keo était chargé de l'unité de l'approvisionnement. C'est lui qui était responsable des bases, là où il se trouvait, pendant la guerre. Question. Avez-vous jamais entendu dire ou lu que Keo travaillait au bureau 401? Réponse. Non. Question. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Han Neu? Avez-vous jamais entendu des gens citer ce nom?
Réponse. J'ai entendu parler d'un Ta Neu, mais pas d'un Hang Neu. Question. Qui est Ta Neu? Réponse. Ta Neu était chargé du front dans le district d'Angsnool. J'ai entendu dire qu'il avait été nommé à ce poste. Question. Savez-vous ce qui est arrivé à M. Hang Neu? Que lui est-il arrivé? Réponse. Je n'en sais rien. Le coprocureur. Merci, Monsieur Nikan. Je vais passer à la question suivante. Dans le secteur 32, qui était le chef de la sécurité? Réponse. Je ne l'ai jamais su parce que c'était une question strictement confidentielle. Question. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Chap Nam? Qui est cette personne? Avez-vous entendu quoi que ce soit à son sujet? Réponse. Non. Question. Dans la structure et la hiérarchie des cadres du secteur 32, à quel niveau est-ce que vous vous situez? Réponse. J'étais au comité de la propagande du secteur 32. Et cet organe était subdivisé en différentes parties. Question. Qui était votre superviseur immédiat? Réponse. La situation était chaotique. D'après mes souvenirs, dans ce secteur, c'était la même personne, soit Tapal, qui jouait un rôle important. Par la suite, il y a eu quelqu'un d'autre, un nommé Ron. Ron n'était pas réellement en place parce que la situation était chaotique. Pour ma part, je suis resté à la section de la propagande. Question. Qui était Ron? Réponse. Je n'en sais rien, mais il avait été envoyé par l'échelon supérieur. Question. Taron et Tassi de ces deux personnes, qui avait le rang le plus élevé dans le secteur 32 par rapport à Tapal? Réponse. Tassi était le secrétaire de la zone. Tapal était le numéro 2, en dessous de lui. Il était président du secteur 32. Taron a été envoyé par l'échelon supérieur. Il occupait peut-être un rang inférieur par rapport à ces gens. Je dirais donc numéro 1, Tassi, numéro 2, Tapal, et peut-être Taron numéro 3. Mais il se peut que je me trompe. Question. Après
avoir été formé par Tassi, avez-vous eu des contacts avec lui? Réponse. Comme je l'ai dit, je participais uniquement aux sessions destinées à la population générale. Question. Êtes-vous resté en contact fréquent ou occasionnel avec Si? Par quels moyens avez-vous communiqué avec lui? Était-ce par des courriers envoyés par des messagers ou d'une autre manière? Réponse. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Tout se faisait selon la hiérarchie. Par exemple, le secteur donnait ses ordres à l'intention du niveau inférieur, etc. Question. Les communications se faisaient-elles par télégramme ou bien par des contacts en personne qui allaient le rencontrer? Réponse. Dans les bases, il n'y avait pas de télégramme. Seules les forces armées recouraient au télégramme. Deuxièmement, comme je l'ai dit, j'étais sous la supervision de Tapal. Je recevais mes instructions de sa part. Question. Quelles instructions est-ce que Tassi vous donnait? Réponse. Comme je l'ai dit, je recevais des instructions sur l'éducation à dispenser après la guerre, concernant l'agriculture. Il fallait veiller à être autosuffisant. Je devais apprendre aux gens à construire des canaux pour pouvoir cultiver le riz 2 fois par an ou plus. Question. Avez-vous jamais adressé des rapports écrits à Tassi? Si oui, à quelle fréquence? Réponse. Les rapports que j'établissais devaient passer par le secteur. Les rapports écrits portaient sur les tâches qui m'avaient été confiées, mais je ne sais pas à combien de reprises j'ai établi de tels rapports. Question. Quelle était la longueur de chacun des rapports et quel en était le contenu? Réponse. Les rapports étaient écrits à la main, sur une feuille de cahier, et étaient adressés au chef du secteur. Les rapports portaient sur les résultats de la production agricole, production de riz, les questions de sécurité dans le village, et aussi des propositions ou des suggestions que l'on pouvait faire par le biais du rapport si l'on avait besoin de sel, par exemple.
Question. Quand vous étiez au secteur 32 ou au secteur 15, vous a-t-on désigné au poste de chef de section? Réponse. Je travaillais surtout dans la section de la propagande. Aussi, j'avais la tâche d'organiser des séances dans lesquelles on enseignait aux gens à faire de l'agriculture ou creuser des canaux. Question. Avez-vous été, à un moment donné, nommé chef adjoint de secteur? Réponse. Ma tâche principale était ce que je viens de vous décrire. Dans le rapport, on n'indiquait pas qui étaient les adjoints. Mais une personne qui savait écrire pouvait, par exemple, on pouvait lui demander de prendre des notes lors des réunions. Question. Comment était composé le comité du secteur 15? Ou 32? Réponse. Il était composé de personnes qui avaient des responsabilités au niveau du district et donc étaient membres du comité de secteur. Ta Neu, par exemple. Ta Neu était membre du comité de secteur. Je ne me souviens pas des autres membres. En règle générale, les secrétaires de district, les secrétaires de comité de district étaient membres du comité de secteur. Question. Pourquoi les secrétaires de comité de district étaient-ils membres du comité de secteur? Réponse. Je n'ai pas bien compris. C'était évidemment la structure hiérarchique en vigueur et la façon d'organiser l'administration à l'époque. Car les districts dépendaient des secteurs. Et les secrétaires de comité de district étaient membres du comité de secteur. Question. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail la structure du secteur 31? Quelle était sa structure et qui était le chef du secteur? Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est Ta Saron qui s'occupait du secteur 31 et je ne sais rien d'autre. Le procureur. Monsieur le Président, avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais poser 3 dernières questions avant de laisser la parole à mon savant collègue. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous décrire plus en détail la structure du secteur 37?
Je ne connaissais pas bien la structure de ce secteur. Question. Vous avez dit qu'il vous arrivait d'être affecté à la prise de notes lors des réunions dans ce secteur. Saviez-vous, étiez-vous au courant du plan d'attaquer Phnom Penh? Et savez-vous qui a participé à la planification de la libération de Phnom Penh? Réponse. À l'époque, je savais qu'il s'agissait d'un plan commun et nous devions tous nous joindre à l'effort pour saisir Phnom Penh. Et il fallait mobiliser les forces et convaincre les gens. Pour ce qui est de la décision et de la planification, je ne savais pas. Le procureur. Je vais maintenant vous poser ma dernière question. Pouvez-vous expliquer à la Cour le système de communication qui existait entre le secteur et le district et la commune? Pouvez-vous nous décrire les communications? Quels étaient les moyens de communication? Est-ce que les gens se rencontraient en personne? Envoyaient-elles des lettres par messager? Utilisaient-ils le télégraphe? Veuillez nous expliquer les moyens de communication entre le secteur et les entités administratives qui dépendaient de lui. Réponse. Je ne peux vous l'expliquer que d'après mes connaissances et ce que j'ai vu. C'était à l'époque plutôt, nous étions en temps de guerre. On envoyait des lettres par messager et les messagers voyageaient à pied pour remettre ces messages. Plus tard, ils l'ont fait en mobilette. Le télégraphe, lui, n'était disponible qu'environ à l'époque où les soldats vietnamiens sont arrivés. Donc nous utilisions surtout des bicyclettes et des mobilettes pour envoyer des messages du secteur au district et à la commune. Le procureur. Je vous remercie. J'aimerais, au nom de l'accusation, remercier le témoin Nikon pour avoir répondu à toutes mes questions. Et j'aimerais maintenant demander à la Chambre et son président de pouvoir laisser la parole à mon savant confrère pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Le président. Merci. La parole est au procureur international. Merci, Monsieur le Président, et bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, les parties, et bonjour, Monsieur le témoin. Avant la pause de midi, j'aurais quelques questions de clarification à poser à Monsieur Nikon, tout d'abord. La première question est de savoir où se situaient vos bureaux à vous, vos bureaux de propagande au sein du secteur 32. À quel endroit exactement se trouvait ce bureau, dans quel district? Réponse. Le bureau de la propagande est
l'unité de propagande était une unité mobile et se déplaçait à l'intérieur du secteur 15. Des fois, c'était à Stocktal, puis à Chetras. Donc là, vous parlez du secteur 15. Est-ce que c'était la même chose pour le secteur 32? Vous étiez toujours mobile? Ou bien, lorsque vous teniez, par exemple, des sessions de formation rassemblant de nombreuses personnes, est-ce qu'il y avait un endroit qui était habituellement utilisé pour ces sessions? Réponse. En temps de guerre, les secteurs 15 et 32 étaient distincts. Et les séances de formation, où beaucoup de personnes participaient, étaient à Stocktal. C'était une zone boisée et les gens pouvaient s'y cacher et se protéger donc sans être détectés par les avions et les bombardements aériens. Nous ne pouvions le faire à Chetras car il n'y avait pas de forêt là-bas. Merci. Vous avez tout à l'heure parlé de grandes réunions qui se tenaient avec plusieurs centaines de personnes auxquelles vous auriez participé au niveau de la zone, au niveau de l'endoctrinement, de la formation des masses. Là, il ne s'agit pas du secteur 32, mais de la zone. Donc, où se tenaient ces grandes réunions auxquelles vous avez pu participer avec des centaines de personnes? Réponse. Ces réunions où des centaines de personnes avaient participé étaient surtout à Chamkar Dong, à Chatmal. Merci. Où était situé précisément Chamkar-dong ou Chapmal? Est-ce que c'était en secteur 31 ou secteur 32? Du côté de Kampong Speu ou du côté de Kampong Chnang? Réponse. Chamkar Dong ou Champnal était proche de Kampong Speu. C'était dans un territoire contrôlé par le secteur 32. Merci. Vous nous avez dit tout à l'heure que Tasarun était le chef du secteur 31. Est-ce qu'il jouait également un rôle au niveau de la zone ouest en tant que chef du secteur 31? Réponse. Comme je l'ai dit, c'était la structure hiérarchique à l'époque. En tant que secrétaire de secteur, il était automatiquement membre du comité de zone. Donc il est possible qu'il ait été membre du comité et aussi secrétaire du secteur. Merci. Alors avant que la zone spéciale ne soit supprimée et donc intégrée notamment à la zone ouest, savez-vous qui était le secrétaire de cette zone spéciale? Réponse.
C'était secret. C'était l'identité du secrétaire et qui occupait tel ou tel poste était très secret et je ne le savais pas. Est-ce que vous savez si votre frère, par exemple, aurait joué un rôle au sein du comité de la zone spéciale? S'agissant de votre frère, peut-être que là, le secret ne s'appliquait peut-être pas tout à fait à vous, je ne sais pas. Réponse. Je ne suis pas certain. Je sais que mon frère était commandant de l'armée dans cette zone. Quant à son rôle particulier dans la zone spéciale, je ne saurais dire. Est-ce que vous avez entendu parler de Vornvet durant cette période où vous étiez déjà arrivé dans le secteur 15 de la zone spéciale, mais où cette zone existait donc encore? Réponse. Oui, j'ai entendu ce nom. Pourriez-vous nous dire dans quel contexte que faisait Vornvet donc au sein de cette zone spéciale, si vous le savez? Réponse. J'ai entendu parler de Vornvet. Je ne savais pas quel était le poste qu'il occupait à l'époque. Je ne le savais pas bien. Je ne peux donc pas répondre à votre question. À part la région 15 ou le secteur 15, quels étaient les autres secteurs que comptait la zone spéciale à l'époque? Réponse. J'étais au secteur 15. Je ne connaissais que le secteur 15 et pas les autres secteurs subordonnés à la zone spéciale. Je voudrais maintenant revenir sur la chronologie des événements avant avril 75. Donc, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez commencé à travailler en 1966, je crois, en tant qu'enseignant dans une école primaire, et vous nous avez dit avoir travaillé seulement 1 an, avoir fait un stage. Et après, vous avez dit que vous avez rejoint la Révolution peu après le coup d'État. Alors, qu'avez-vous fait entre 1967 et 1970, au moment où le coup d'État a eu lieu? Parce que là, on n'a pas compris ce que vous aviez fait pendant ces 3 années-là. Réponse. Pendant cette période, je n'ai rien fait d'important. Moi, j'étais responsable de la propagande et on m'a dit de rassembler les forces clandestines pour qu'elles se joignent à la résistance dans le maquis. Il s'agissait d'une activité clandestine.
Donc cela veut dire que vous êtes bien rallié au mouvement révolutionnaire dès la fin de votre travail, je crois que vous avez dit Kampong Day, donc en 1967 et non pas en 1970. Vous avez donc déjà commencé à travailler pour la Révolution en 1967. Est-ce que c'est ça que je comprends? Réponse, non, c'est faux. C'était un mouvement, un simple mouvement, mais l'objectif n'était pas précis. Après le coup d'État, ce mouvement a connu un nouvel élan. Est-ce que vous avez rejoint ce mouvement avant le coup d'État? Après avoir fini votre travail, vous avez dit que ça avait duré qu'1 an à partir de 1966. Réponse. C'était il y a très longtemps. Je ne me souviens pas de tous les détails. Je me souviens d'avoir enseigné pendant un petit moment après que j'ai quitté Phnom Penh. Après que le mouvement ait augmenté en popularité, après le coup d'État, je me suis joint au mouvement. Avant, ce n'était pas une participation très sérieuse dans le mouvement révolutionnaire de ma part. Bon, vous avez dit que vous n'aviez pas fait... Vous aviez dit que vous n'aviez pas fait grand-chose entre 1967 et 1970. Est-ce que vous avez voyagé durant cette période dans le pays ou vous êtes toujours resté dans la même région? Réponse. Je me déplaçais, mais c'était au sein de la province de Siem Reap. Et je circulais à l'intérieur de la province et je n'ai jamais quitté la province. Après le coup d'État en 1970, j'ai commencé à me déplacer à d'autres endroits. Tout à l'heure, vous avez également dit que, après le coup d'État, quand vous avez donc rejoint plus clairement le mouvement, vous avez travaillé environ 1 an à Siem Reap pour faire de la propagande et de l'endoctrinement. Et vous nous avez dit avoir rejoint le secteur 15, en zone spéciale, à la fin de 1974. Mais si je calcule bien, entre 1970 et fin 1974, il y a à peu près 4 ans. Et vous nous avez dit avoir travaillé à peu près 1 an à Siem Reap. Est-ce que vous pourriez clarifier alors ce que vous avez fait pendant les autres années entre 70 et la fin 1974? Réponse. C'était il y a bien longtemps, je ne me souviens pas de tous les détails. Mais à l'époque, je peux dire que j'ai travaillé surtout dans la province de Siem Reap. J'ai quitté la province de Siem Reap alors que la guerre était à son point le plus fort et je me suis joint au secteur 15, mais je n'arrive pas à me souvenir de tous les détails de l'époque. Est-ce qu'à l'époque, quand vous étiez chargé de la propagande et de l'endoctrinement à Siem Reap, est-ce qu'en même temps,
vous occupiez des fonctions d'ordre militaire, ou bien vous étiez seulement un simple civil au service du parti. Réponse. Je n'avais aucun rôle militaire. J'étais un civil. Monsieur le Président, il est presque midi et je voudrais entamer un nouveau chapitre. Alors je me demande si ce n'est pas le meilleur moment pour faire une pause avec votre autorisation. Merci. Le Président. Vous pouvez poursuivre et continuer jusqu'à midi. Merci, Monsieur le Président. Je vois qu'il me reste 2 minutes. Je voudrais poser une question à Monsieur le témoin. Est-ce qu'avant 2004, donc c'est-à-dire bien avant que les enquêteurs des CETC viennent vous interroger, je crois que la première fois c'était en 2007, donc avant 2004, plusieurs années avant que les enquêteurs du tribunal soient venus vous poser des questions, est-ce que vous auriez rencontré un journaliste, un écrivain britannique qui a notamment travaillé pour la BBC et qui se nomme Philip Short? Est-ce que vous vous souvenez si vous l'avez rencontré? Réponse. Non, je regrette. Non. Au dossier figure un livre qui a été publié en 2004 par M. Philip Short qui s'appelle « Pol Pot, anatomie d'un cauchemar ». Les références sont E3/9 et D222/1.1. Alors, il n'est pas disponible en khmer, mais il est disponible en anglais et en français. Et donc, je ne compte pas montrer le document au témoin, mais pour rafraîchir la mémoire du témoin, je demanderai à la Chambre d'avoir l'autorisation de lire quelques courts extraits de ce livre où M. Philip Short cite des déclarations du témoin Nick Korn, frère de Son Sen, de manière à ce que les témoins puissent réagir à ces citations qui ont été mentionnées dans ce livre. Le Président. Allez-y, je vous en prie. Toute première chose, à la page IRN en anglais 00 39 61 85, et il s'agit d'une des pages qui n'a pas été traduite en français. Il s'agit simplement d'un chapitre qui est intitulé « Remerciements » au début du livre, et M. Philip Short remercie les personnes qu'il a interrogées, et je vais citer ce qu'il dit en anglais. Several of the leading protagonists of the Khmer Rouge Revolution. Plusieurs des principaux protagonistes de la révolution des Khmers rouges m'ont raconté leur vie, souvent longuement, sur une période de plusieurs mois. Parmi eux, il y a eu l'ancien chef d'État, Khieu Samphan, le beau-frère de Pol Pot, le ministre des Affaires étrangères des Khmers rouges, Ieng Sary, Nick Korn, dont le frère Son Sen avait été ministre de la Défense. Fin de citation. Et l'auteur cite également Pipwan, Swangsikun et Insopip qu'il a interrogé. Est-ce que, monsieur le témoin, cela vous rafraîchit-il la mémoire? Et pouvez-vous nous dire maintenant si vous vous souvenez avoir rencontré et raconté votre parcours de vie à
ce journaliste et cet écrivain. Réponse. J'ai été interviewé une fois, mais je ne sais plus par qui. Merci. Je vais lire un extrait maintenant. Alors en français, c'est l'IRN 00639630, c'est-à-dire la page 191 du livre. En anglais, 00396347, c'est-à-dire la page 147. Alors Philippe Short dit à propos de copies de textes qui étaient faites par les Khmers rouges dans la jungle avec des moyens rudimentaires, voilà ce qu'il dit. Je cite, « Le frère cadet de Son Sen, Nikorn, se souvenait que les messagers dissimulaient donc les copies de texte dans des gâteaux ou dans des bouteilles de Prahok, ou les roulaient dans des tubes de bambou pour éviter qu'ils ne soient découverts par la police de Sihanouk. » Fin de citation. Et alors, à la même page en français, mais à la note de bas de page qui se réfère à ce texte, qu'on va retrouver alors en anglais à la fin du livre, à l'IRN 00396699, il est indiqué, selon Philippe Short, que, je cite, « Le récit du fonctionnement de l'imprimerie est emprunté à Nikorn, interview. Il y a travaillé de la fin de 1967 au milieu de 1968, après son transfert à Ratanakiri. » Fin de citation de cette note de bas de page. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez parlé à un étranger, qui pourrait donc être M. Philippe Short, de la façon dont on imprimait les documents dans le maquis avant 1970 et de la façon dont on les transportait par des messagers? Réponse. Ça, c'était ce qui circulait par le bouche à oreille. Et pendant l'interview, j'ai simplement répété cela. Le président, merci co-procureur international. Le moment est venu de suspendre les débats jusqu'à 13h30 pour le déjeuner. L'huissier d'audience, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour prêter assistance au témoin et à son avocat durant la pause déjeuner. Veuillez conduire le témoin dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire pour 13h30. La parole est à la défense. Maître Bestman, bonjour. Merci. Mon client présente la demande habituelle. Il demande à suivre le reste de l'audience depuis la cellule temporaire. Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. J'ai le document idoine en main. Le président, merci maître. La Chambre prend note de la demande déposée par Nunchia par le biais de son avocat. Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Il demande l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire.
L'avocat a indiqué qu'il remettrait immédiatement le document pertinent à la Chambre. La Chambre fait droit à cette demande. Nunchea pourra suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Par les moyens audiovisuels qui ont été installés, et ce, pour le reste de la journée. L'avocat de Nunchea est prié de remettre à la Chambre le document de renonciation portant la signature ou les empreintes digitales de Nunchea. Agent de sécurité, ou plutôt, les services techniques sont priés de veiller à ce que le matériel audiovisuel soit bien branché dans la cellule temporaire. Agent de sécurité, veuillez conduire messieurs Nunchea et Khieu Samphan à la cellule temporaire. Pour l'après-midi, veuillez ramener uniquement Khieu Samphan. Nunchea restera dans la cellule temporaire. Les débats sont suspendus.